Hello, everyone. Hello. Back in Paris for a few seconds. Welcome back to this session on the state-of-the-art photovoltaic development. And I will give the floor to Andreas Bett. Thank you very much. Yeah, thank you. So good afternoon, everybody. Bonjour à tous. My name is Andreas Bett, and I'm Je suis Andreas Bett, Fraunhofer Institute for Solar Energy System here in Freiburg. directeur de notre institut ici même à Fribourg, et j'ai le plaisir de présider cette session. J'ai eu l'honneur de recevoir le prix Becquerel en 2009 pour mes propres travaux, mais ça date un petit peu. On avait recours au composé 3.5, mais on a déjà entendu dans le cadre de cette séance que les cellules solaires multijonction ou tandem sont de plus en plus intéressantes, que ce soit sur couche mince ou sur silicium. Mes félicitations aux intervenants précédents pour leur texte intéressant concernant les nouvelles technologies, les nouveaux concepts. La production actuelle est relativement rentable, donc comment rivaliser avec le silicium? Bien, l'un des facteurs clés, c'est le déploiement pour assurer un coût abordable. J'ai donc le plaisir de vous présenter Gaëtan Masson de l'Institut Becquerel à Bruxelles, qui va s'exprimer en français. Gaëtan Masson est également actif dans le cadre de l'ITBB et je vois à l'écran le titre de son intervention, une brève histoire de l'énergie solaire qui va changer le monde. Laissons entrer le soleil. Donc allumez votre micro et partagez votre écran. En plein écran, s'il vous plaît. Ça fonctionne magnifique. Merci Andreas, je vais maintenant passer au français. Merci pour l'invitation. Je dois avouer que c'est un petit peu un challenge de parler après Christophe Balif parce que j'ai envie de parler plus ou moins la même chose, mais d'une manière légèrement différente. Alors déjà, je vais faire quelque chose de différent. J'ai mis une autre photo d'Edmond Becquerel, qui n'en est pas une, qui est stylisée et qui est bien plus jolie, je trouve. Mais parlons de choses un petit peu sérieuses. L'Institut Becquerel, ou Becquerel Institute, est une société de consultance basée à Bruxelles, spécialisée dans le développement du photovoltaïque. Je t'en dirai pas trop aujourd'hui. Je vais plutôt parler du reste. Il y a quelque chose qui est toujours intéressant quand on parle de la famille Becquerel, c'est de dire finalement en 1839, Edmond Becquerel découvre l'effet photovoltaïque et son fils va obtenir finalement une récompense bien plus importante à ce moment-là. C'est le prix Nobel pour la découverte de la radioactivité spontanée avec Pierre et Marie Curie en 1903. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'en général, c'est le fils qui a gagné, mais on reviendra bientôt à l'activité du père et qu'on abandonnera assez rapidement les découvertes du père malgré son prix Nobel. Ce qui me permet de passer à autre chose, c'est de dire que finalement, le développement du nucléaire a été extrêmement rapide dans les années 60, dans les années 70, et puis c'est tassé à partir de 1986. Je ne vais pas vous faire un dessin. Mais quand on regarde le développement de l'éolien et surtout le développement du photovoltaïque, on voit une courbe de progression significativement plus rapide. Et évidemment, faire la comparaison avec le nucléaire, c'est toujours difficile parce que les gens du nucléaire ont toujours eu beaucoup d'argent. Ils ont toujours eu beaucoup d'argent pour convaincre même les actrices les plus renommées de se faire renommer en vedette atomique. Alors, on n'a pas encore de vedette solaire. Peut-être qu'à un moment donné, on va reparler du roi soleil, puisque vu l'évolution du photovoltaïque ces derniers temps, on peut vraiment considérer que le solaire est en train de devenir la source d'énergie de ce siècle. Et l'Agence internationale de l'énergie, avec l'humour qui la caractérise, a décidé d'appeler PV le roi soleil. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont basés à Paris, mais en tout cas, ça va faire parler et jaser dans les années à venir. Et puisqu'on fait jaser, moi j'aime bien les révolutions. Alors une révolution énergétique, ça doit être quand même un petit peu moins violent qu'une révolution classique, mais ça produit quand même un certain nombre d'effets délétères. Ça va tuer un certain nombre de technologies, et c'est déjà le cas. Ça laisse aussi les politiques extrêmement surpris, parce que la vitesse à laquelle le photovoltaïque s'est développé ces dernières années n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a tendance à considérer comme normal dans le monde de l'énergie. C'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, le photovoltaïque a pris une place tellement importante qu'il devient quasiment impossible de le négliger, mais les mentalités ne sont pas encore adaptées.
L'autre élément, c'est qu'un certain nombre d'acteurs de l'énergie existants ont mis extrêmement longtemps à comprendre ce qui se passait. J'aimais bien ce petit schéma qu'on a réalisé au début de l'année 2019. Il y avait eu un de ces concours Facebook. Qu'est-ce qui a changé en une dizaine d'années? Ce qui a changé en une dizaine d'années, c'est effectivement le développement massif du photovoltaïque. On avait quelques gigawatts, 14,5 pour être précis, à la fin de l'année 2008. On en avait plus de 500 à la fin de l'année 2018 et on terminera cette année avec pas loin de 750 gigawatts de capacité installée. Ça va très, très vite et il va falloir à un moment donné s'en rendre compte. Si on regarde un petit peu les détails de ce qui se passe dans le monde, on voit en gros qu'effectivement, on a installé plus de 110 gigawatts l'année passée. Ce sont des chiffres du programme PV de l'Agence internationale de l'énergie. Ça va très vite dans un certain nombre de pays, ça va très vite hors Europe, ça se développe aux États-Unis, au Japon, en Inde, en Afrique, dans une série de pays en Asie du Sud-Est, évidemment dans l'Union européenne. Et vers quoi allons-nous? Si on se réfère un petit peu aux discussions qu'il y a dans le secteur de l'industrie PV aujourd'hui, on commence à parler de peut-être 200 gigawatts d'ici 2-3 ans, peut-être de 300 gigawatts d'ici 2025, peut-être d'1 terawatt installé par an à partir de 2030, voire plus. Ce qui est sûr, c'est que vu la compétitivité du PV, et on va y revenir, il y a une véritable révolution qui est en cours, et cette révolution va être très difficile à stopper. Alors, quand on parle du PV, ça vaut la peine de passer une minute là-dessus. On ne parle pas nécessairement de la même chose partout et de la même manière. C'est-à-dire qu'une petite installation sur le toit d'une maison ou une très grande installation au sol, ce sont des choses extrêmement différentes. Les technologies sont similaires, même si elles commencent à se distinguer. Et ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est à côté des grandes installations au sol, des fermes solaires, à côté des installations distribuées, en toiture résidentielle, commerciale, industrielle, on commence à voir apparaître du PV flottant et d'autres choses, j'y reviendrai dans quelques minutes. Ça, c'est juste mon petit côté, c'est pas parce qu'il est allemand, mais c'est juste pour le côté très amusant de la chose. Ce monsieur, dont je ne citerai pas le nom, était CEO de RWE, l'EDF allemand, et en 2011, dans une conférence à Bruxelles, il dit « Produire de l'électricité à partir du solaire en Allemagne, c'est comme faire pousser des ananas en Alaska. » Alors j'ai vérifié, il y a moyen de faire pousser des ananas en Alaska, mais surtout, le PV est maintenant compétitif. Donc ce qu'il disait il y a juste 9 ans de ça, s'est révélé complètement faux. D'ailleurs, il s'est fait virer. Comme quoi, on peut faire de l'humour stupide à un moment donné, on est toujours rattrapé par une certaine forme de réalité. Le PV est-il compétitif? Oui, le PV est compétitif dans énormément d'endroits dans le monde. J'ai repris ici quelques exemples de pays où on a eu des appels d'offres qui se sont soldés par des prix extrêmement bas. Je vais juste me focaliser sur celui au Qatar. En gros, ce sont des dollars US, donc on parle de 1,4 centimes d'euros le kilowattheure. Donc j'ai bien 1,4 centimes d'euros le kilowattheure. C'est un tarif tellement bas que plus que probablement, on aura du mal dans les années à venir à trouver quelques sources d'énergie que ce soit, nouvelles sources d'énergie qui soient compatibles avec le photovoltaïque. C'est au Qatar, c'est en Arabie Saoudite, c'est au Chili, c'est dans une série de pays dans le monde. Mais également en Europe, on commence à avoir des tarifs extrêmement bas. Et ce n'est pas extrêmement compliqué. Si on fait juste le calcul du coût de production d'un kilowattheure photovoltaïque sur base des prix du marché, et celui-là a été fait en 2018. Pourquoi je prends 2018? C'est qu'en 2020, on a eu quand même pas mal de modifications temporaires dues à la pandémie. On voit que déjà en 2018, et ça a progressé depuis lors, le coût d'un kilowattheure photovoltaïque, donc en rouge, est plus bas que le prix moyen du marché en bleu. Alors, ça ne veut pas dire que le photovoltaïque est complètement compétitif, mais ça veut dire pour une très grande installation au sol, donc une ferme solaire, avec les prix du marché qu'on voit aujourd'hui, on peut déjà produire du photovoltaïque qui est compétitif avec les prix du marché, donc avec les sources d'électricité installées aujourd'hui. On a vu récemment un appel d'offres au Portugal se solder par des chiffres complètement fous. Donc, j'ai marqué 1,3, mais c'est 1,1 centime d'euros le kilowattheure. Il n'est pas possible de produire aujourd'hui au Portugal à 1,1 centime d'euros le kilowattheure, mais ça veut dire qu'un certain nombre d'acteurs commencent à penser
au fait qu'il faut absolument se jeter sur les terrains existants, il faut absolument réserver des connexions réseau face au développement massif du photovoltaïque qui est annoncé dans les années à venir. Et massif parce qu'à partir du moment où il est compétitif avec les prix moyens du marché, ça va être extrêmement difficile simplement de combattre cette tendance. Alors, l'étude du professeur Breyer en Finlande a déjà été citée par Christophe Balif et par d'autres. Ce qui est d'extrêmement intéressant dans cette étude, c'est que finalement, elle nous montre qu'à l'horizon 2050, si on se base juste sur l'évolution de compétitivité de toutes les sources d'énergie, le photovoltaïque pourrait représenter 69% de la demande d'énergie et pas d'électricité dans le monde. Alors évidemment, on parle d'électrification du transport, on parle d'électrification des bâtiments, d'électrification d'un certain nombre de procédés industriels. Mais la conclusion derrière ça, c'est que non seulement le PV serait déjà aujourd'hui et sera la source d'électricité la plus compétitive dans le monde, mais on voit difficilement ce qui pourrait l'arrêter. Et donc, à partir du moment où peu de choses peuvent l'arrêter, effectivement, ça devrait devenir la source d'énergie la plus répandue et la plus compétitive dans le monde avant la moitié de ce siècle. Alors évidemment, ça passera par des unités de production virtuelles qui permettent d'agréger non seulement le photovoltaïque, mais l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité, etc., plus de la gestion active de la demande et du stockage. Ça impliquera, et je pourrais en parler pendant une demi-heure, de parler de communautés d'énergie renouvelable, c'est-à-dire en gros la possibilité de coupler production et consommation à des endroits différents. Par exemple, est-ce que je peux simplement produire du photovoltaïque, produire de l'électricité avec du photovoltaïque sur mon toit et charger ma voiture qui est garée au bureau, par exemple, et toute une série de choses aussi novatrices qui vont impliquer une refonte complète de la manière dont on considère la gestion des réseaux électriques dans les années à venir. Alors évidemment, je suis tombé sur la même photo que Christophe Balif, donc je ne vais pas vous reparler de l'intégrer au bâti, ce qu'on appelle communément le BIPV, mais c'est effectivement une des tendances vers lesquelles on va à l'heure actuelle, avec des nouveaux business models et des nouveaux prix de plus en plus compétitifs. Celle-ci est plus intéressante, c'est-à-dire qu'on peut commencer à parler de VIPV ou de IPV, donc de PV intégré dans les véhicules électriques, ce qui permet globalement d'augmenter l'autonomie, de diminuer le nombre de charges nécessaires, et c'est aussi un débouché très intéressant pour le PV à haute efficacité. On va commencer à en voir sur les routes dans les mois et années à venir. Le PV flottant, je ne vais pas trop en parler. C'est assez simple. Le prochain développement, c'est du PV flottant offshore, donc en mer, avec un certain nombre de questions de recherche assez intéressantes sur la longévité et sur l'extraction de l'électricité. Excusez-moi. Et alors, l'utilisation du PV combinée avec l'agriculture, ce qui permet de développer non seulement des nouveaux business models pour l'agriculture, mais également des nouveaux business models pour le PV, sans risque de compétitivité entre agriculture et production d'énergie. Et alors, je terminerai avec celui-là. Je parlais d'appel d'offres aux alentours de 1 centime d'euro le kilowattheure. Ça permet de produire de l'hydrogène vert, donc de l'hydrogène finalement à base de sources décarbonées, globalement compétitives. Alors, on n'y est pas tout à fait, mais après 2025, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on y sera. Et ça ouvre un certain nombre de possibilités pour décarboner le transport lourd, en ce compris l'aviation. Et je vais terminer avec ça. Je crois qu'il est vraiment extrêmement important d'avoir une vision à long terme. À partir du moment où le photovoltaïque devient la source d'énergie la moins chère dans le monde, il y a assez peu de doute sur le fait qu'elle va se développer. Je crois que la chose la plus importante à court terme, c'est de le comprendre et d'adapter l'ensemble des législations. Et je terminerai par ça. Si on veut être neutre en carbone à l'horizon 2040, ce qui est la limite pour ne pas dépasser 1,5 degré au-dessus des normes, des températures pré-industrielles, en gros, on est obligé d'accélérer la décarbonisation. Je ne vais pas rentrer trop sur le sujet. Les derniers chiffres publiés par l'AIE montrent que le PV sauve jusqu'à 720 millions de tonnes de CO2 équivalent par an à la fin de l'année 2019. C'est-à-dire probablement en 2021 ou 2022, des économies en termes d'émissions de CO2 de l'ordre de, pas 1 gigawatt, mais 1 gigatonne, ce qui représente en gros 2,5%
des émissions de CO2 mondiales. Il y a donc encore un chemin extrêmement important à faire pour que le PV puisse contribuer de manière vraiment significative à la réduction des émissions de CO2, mais on est en bon chemin. Je terminerai par ça en disant, vous l'avez déjà vu, certainement la prochaine étape de l'évolution est sans aucun doute le photovoltaïque. Je vous remercie pour votre attention. Bertrand, thank you very much for this presentation, which certainly highlights again Merci that infiniment de cette intervention qui met bien en exergue que le photovoltaïque est de plus en plus compétitif. On n'a plus besoin de se défendre, en tout cas sur ce point. Ça va créer énormément d'occasions à saisir. Donc, des questions, des commentaires. Malheureusement, je n'entends pas le français à 100%. Si quelqu'un veut bien me les traduire. I can translate for you. Which question do Je peux you? vous les traduire. Quelle question souhaitez-vous poser? Disons la dernière. Okay, so, a question for Gaëtan. Très bien. Question pour Gaëtan. What can we think about the fact that some of the Que pensez-vous du fait que certains politiques, notamment en français, déclarent que le photovoltaïque n'est pas fiable et coûte trop cher? Should I answer in French or in English? Je réponds en français ou en anglais? Français? À votre convenance, cher monsieur. Alors, je crois qu'il y a un manque de compréhension de la part de beaucoup de gens, et pas juste dans le monde politique, de la vitesse à laquelle le photovoltaïque s'est développé. D'abord, des prix extrêmement bas qu'on voit aujourd'hui et qu'on continuera à voir dans les années à venir. Mais je pense également, il y a une autre question, la question de la fiabilité du photovoltaïque. C'est un problème qui est globalement résolu. C'est-à-dire qu'on a eu des problèmes il y a une dizaine d'années, on l'a vu en France, on l'a vu dans d'autres pays parce que c'était une industrie relativement jeune. On a aujourd'hui un niveau de qualité qui est tout à fait raisonnable et qui correspond globalement aux attentes des investisseurs. OK. Oui, je n'ai pas la main, je peux poser une question à Gaëtan. Alors, je la prends parce que j'ai le micro, Louis Lazari. Gaëtan, tu me connais, est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Quels sont, à ton avis, les deux vrais freins du développement du photovoltaïque? Je ne parle pas de freins scientifiques, technologiques ou de coûts. Pour moi, les deux premiers, et j'aimerais ton opinion là-dessus, les vrais freins, c'est le réseau. Et il y a d'énormes investissements à faire sur les réseaux pour l'adaptabilité. On en voit souvent, on parle souvent de l'intermittence. Et donc, ça nécessite de revoir les réseaux et d'investir sur les réseaux, ce qui ne se fait pas en Europe, hormis, par exemple, entre l'Allemagne et le Danemark pour l'éolien, et en tout cas pas aux États-Unis, qui a un réseau extrêmement compartimenté territorialement et en termes de sources d'énergie. Et le deuxième frein que je vois, moi, c'est le marché lui-même, tu l'as évoqué. Le business, c'est que, y compris des gens qui vont nous vendre de l'énergie renouvelable, souhaitent mettre eux aussi un compteur électrique entre nous et le soleil, ce qui, à mon sens, va limiter le développement du BIPV. Bon, il y a beaucoup de sous-questions dans ta question, Jean-Louis. Je pense que la première est peut-être la plus intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque le développement du PV? C'est d'abord le changement constant de législation. Je ne parle pas que du cas français. Et la difficulté pour les gens de comprendre ce qui se passe en réalité quand ils ont une installation photovoltaïque. On a vu dans de très, très nombreux pays des changements de législation répétés, parfois tous les 6 mois, parfois des changements dans la rémunération des installations. Il y a un cas extrêmement intéressant en France sur le fait de revenir sur la profitabilité, la rentabilité d'installations qui date du début de la décennie. Mais je crois que le problème majeur, c'est la désinformation systématique qui est organisée par un certain nombre d'acteurs opposés au développement du photovoltaïque. Je crois qu'on est dans un monde alternatif aujourd'hui où, hélas, un certain nombre de fausses informations circulent de manière tout à fait libre. Et
de manière générale, c'est ça qui freine principalement, à mon sens, le développement du photovoltaïque. Ce n'est pas la compétitivité, ce n'est pas la qualité des installations, c'est véritablement un problème de mésinformation, je dirais, à propos de ce qu'est le photovoltaïque en général. Rappelle-moi quelle était ta deuxième question. Le business, en fait, de centrale, on va dire, au sol versus BIPV, hein, l'autonomie des bâtiments, l'autonomie de nos maisons. Non, mais je pense que de manière générale, c'est juste une question de réglementation. C'est-à-dire que moi, je n'opposerai pas le photovoltaïque sur bâtiment aux grandes centrales au sol. Je pense que ce sont deux choses tout à fait différentes et qui ont un intérêt de chaque côté. Mais pour s'assurer du développement de l'un et l'autre, il va falloir mettre en place des réglementations qui permettent leur développement. Donc, pourquoi est-ce qu'on installe 5 gigawatts de photovoltaïque en Allemagne cette année, alors qu'on va en installer significativement moins en France? C'est une question de réglementation, c'est la seule et unique chose. Donc, je n'opposerai pas les deux, mais par contre, et voilà, je voulais répondre à ta question sur l'aspect réseau. Il y aura des investissements à faire dans les réseaux de distribution, mais ces investissements ne viendront pas uniquement du photovoltaïque, ils viennent de la transition énergétique de manière générale. Le chargement de véhicules électriques, le passage à un chauffage électrique par pompe à chaleur dans un certain nombre de pays, ce sont toute une série de choses qui vont alimenter d'une manière ou d'une autre un changement des réseaux de distribution. Or, aujourd'hui, on voit ça uniquement à travers le développement du photovoltaïque. Je pense que c'est une erreur et je pense qu'il y a un véritable investissement public qui doit être réalisé d'une manière ou d'une autre dans ces réseaux. Merci.